Le démarrage, voilà. Alors, ça devrait enregistrer. Ok. Parfait. Alors, bonjour Marc Atala. Comme ton nom l'indique, tu es directeur de la Maison d'Ailleurs et du Numérique Games. Et effectivement, la science-fiction donc est au centre de tes compétences. Peux-tu, pour commencer cet entretien, nous décrire un peu comment est-ce que tu as fait de ta passion un métier, finalement? Bon, déjà, je crois que ma passion de départ, qui vient, à mon avis, de mon éducation, de mes origines, c'est plutôt la passion pour l'être humain. Euh, C'est-à-dire, et sa capacité à réfléchir, à sa capacité à réinventer, à avancer, à se remettre en question, etc. C'est plus ça qui est au cœur même de mon identité, quelque part. Et la science-fiction, elle est arrivée assez tardivement. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis intéressé à la science-fiction lorsque j'ai fait ma thèse de doctorat. Donc j'avais 24 ans. C'est un type de récit, un type d'esthétique que je ne connaissais pas. Et j'ai fait ma thèse là-dessus. C'est là où je suis devenu spécialiste. Donc si tu veux, je ne suis pas passionné par la science-fiction. Je connais très très bien la science-fiction. J'en ai fait mon orientation de recherche. J'en ai fait mon métier aussi. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est comment la science-fiction nous aide aujourd'hui ou nous parle aujourd'hui à nous en tant qu'êtres humains, plongés dans un monde qui est très différent de celui du XVIIIe siècle, par exemple. C'est-à-dire un monde où on comprend le monde, l'autre et nous-mêmes à travers le prisme des sciences, des technologies et du monde industriel. Et la science-fiction, elle a justement pour propriété de raconter des histoires, hein, c'est quand même d'abord ça, hein, elle raconte des histoires dans lesquelles les protagonistes sont dans des situations souvent un peu problématiques, en lien avec les sciences, les technologies ou le monde industriel. Donc, comment est-ce que j'ai fait de cette passion pour l'humain mon métier? Je me suis dit, avec un musée et avec plus tard un festival, il est possible de présenter un ensemble de choses, des artistes, des projets, des ateliers, hein, et aussi pour les différents publics, pour amener ces différents publics à saisir, pour chacun à son rythme quelque part, le monde dans lequel on est, en sachant que le monde dans lequel on est, les écrivains de science-fiction le réfléchissent, l'imaginent, le travaillent un peu autrement, c'est-à-dire qu'ils essayent de voir ce qui dans ce monde-là vient toucher la condition humaine. Et la méthode qu'ils ont pour y arriver, c'est l'exagération, hein, c'est le futur. Autrement dit, contrairement peut-être à la prospective plus traditionnelle, un roman de science-fiction, il ne vise pas d'abord à anticiper le futur, mais il trouve une technique, une méthode pour mettre au jour, pour réfléchir différemment aux liens qu'on entretient avec le téléphone portable, avec une société connectée, avec une société industrielle où l'être humain est de plus en plus un robot, etc., etc. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est de mettre à disposition des publics, du musée et du festival, un ensemble d'éléments leur permettant de réfléchir autrement à leur vie. Oui. Et c'est ça l'objectif de mon travail, c'est ce qui le rend passionnant, c'est que plus il y a de modes différents, plus il y a de projets différents, plus les questions qu'on va se poser sont différentes. Et la science-fiction est intéressante parce qu'elle regorge de récits différents, d'images, de films, de bandes dessinées, de jeux vidéo, etc. Oui. Ouais, exactement. Donc nous, en fait, on s'est connus, moi venant de la prospective technologique, et ce qui m'avait intéressé justement, c'était d'utiliser ce pouvoir ou cette possibilité qu'a la science-fiction de se projeter dans le futur. Donc, toi, ce que tu dis, en fait, c'est que la science-fiction permet de se focaliser sur d'autres visions du présent. Et penses-tu que ça pourrait aussi s'appliquer pour le futur, pour anticiper des futurs possibles, souhaitables, Alors, où il y a des choses ou comment dire,
des éléments ou des façons de faire à éviter pour ne pas tomber dans des pièges Alors, faciles. je vais répondre à ta question de manière assez simple. Si je me marie, je vais décider avec ma femme ou mon mari, je vais décider du futur qu'on aimerait avoir. Est-ce qu'on veut des enfants? Est-ce qu'on veut acheter une maison? Est-ce qu'on veut vivre en Suisse ou ailleurs? Et selon nos décisions qu'on va prendre dans le moment présent, ça va avoir une incidence sur notre avenir. Si je décide avec ma femme et mes enfants de partir au Groenland pour éviter le coronavirus, par exemple, ben, ça va pas être tout à fait la même vie que si je décide de rester en Suisse ou si je décide d'aller en Chine. Donc, les décisions que je vais prendre dans le présent, elles vont avoir un impact sur le futur, et puis elles s'appuient aussi sur une représentation du futur. Hein, ça veut dire que si j'ai l'impression que vivre dans une maison avec mes enfants et un chien, c'est une image enviable, c'est une représentation puisque je l'ai de fait pas encore vécu, bah, je suis en mesure de mettre en place des actions, des choix qui vont permettre à cette représentation de devenir réalité. Hein. La science-fiction et la prospective, c'est un petit peu ça. C'est la science-fiction, elle n'est pas prospectiviste dans le sens où son but n'est pas d'abord d'anticiper le futur. Elle n'a pas les moyens. C'est un roman, c'est un film, c'est une BD. Par contre, elle a cette espèce de privilège énorme de nous proposer une représentation du futur. Et cette représentation du futur, qui plus est racontée dans le roman, puisque les gens, les personnages de la fiction, ils interagissent dans ce futur, elle va créer soit des futurs enviables, soit au contraire des futurs délétères. Et ce faisant, elle va avoir un impact tout petit si c'est qu'un roman, mais de plus en plus grand si c'est beaucoup de romans, de films, etc., sur nos représentations du futur. Et ces représentations du futur, c'est celles qu'on va utiliser pour faire les choix dans le présent. Donc, si je prends un exemple du fonctionnement de la science-fiction, si je présente un roman en 2020 qui imagine que dans le futur, l'être humain a été remplacé intégralement par des robots qui travaillent dans des industries et que comme les êtres humains s'embêtent, puisqu'évidemment ils ne travaillent plus, ils sont en train de dépérir chez eux et ils passent leur temps à ressasser le passé. Bon, je peux imaginer ce roman, qui ne serait peut-être pas un très bon roman d'ailleurs. Il n'est pas en train de nous dire, dans le futur, nous serons remplacés par des robots et on va dépérir chez nous. Personne n'est en mesure de réfléchir à ça. Par contre, il va permettre à l'individu, c'est-à-dire celui qui lit le roman, de s'interroger sur le rôle du travail, sur l'importance pour l'être humain d'être actif, sur le problème de l'oisiveté, c'est-à-dire que si on ne fait rien, ben, qu'est-ce qui se passe? On dépérit, etc. Il va donc avoir un impact minimal sur notre manière de nous représenter le futur et notre implication à nous. La différence donc principale qu'on pourrait imaginer entre la science-fiction et la prospective, c'est que la prospective, elle va chercher à être à l'écoute des signaux faibles et d'imaginer comment, en tant que société, civilisation, pays, communauté, on va avancer. La science-fiction, elle est complémentaire parce qu'elle va permettre d'interroger les individus. Elle n'est pas au niveau forcément du pays, du continent, de la société ou de la communauté, mais elle va être au niveau de l'individu. Puisque lorsque je vais lire un roman, c'est moi qui vais le lire, c'est moi qui vais éprouver des émotions, c'est moi qui vais l'aimer ou pas l'aimer, c'est moi qui vais modifier ma façon de voir les choses ou pas. Or, toutes les communautés, tous les pays sont composés d'individus. Donc, la science-fiction, elle va avoir un impact sur la manière dont les individus réfléchissent et se représentent le futur. Elle peut établir un dialogue citoyen entre ces représentations-là. Hein. Et ça, je pense que c'est le pouvoir de la science-fiction, c'est aussi le pouvoir de la fiction en général, mais quand on parle de prospective, c'est qu'elle a la capacité de moduler, ou du moins de nous amener à réfléchir à nos représentations. Parce que c'est sur la base de ces représentations qu'on va faire des choix, par exemple avec une votation, par exemple avec le souci ou non
d'avancer dans cette direction ou d'avancer dans une autre. Oui, non, je suis assez d'accord avec toi. On a aussi des exemples de films ou de représentations de science-fiction, notamment par exemple un des plus célèbres quand on parle d'homme-machine, c'est un peu le Terminator, qui ont quand même, enfin, dans l'idée subconsciente de la population, qui a quand même bien matérialisé certains débats présents. Est-ce qu'il y aurait des façons de déconstruire ou d'amener les... En fait, du moment que ces images sont dans le subconscient de tout le monde, de les relativiser de nouveau? Ou bien ça veut dire qu'il faut reconstruire une autre fiction qui va corriger celle-là? Alors, bon, la première, alors je pense, bon, il y a beaucoup de choses dans ta question. La première chose, c'est qu'il faut bien comprendre comment fonctionne la science-fiction. Elle fonctionne de manière assez simple. Tu as des auteurs, des scénaristes, etc., qui observent le monde. Hein, ils vivent dans ce monde. Bon. Et cette observation du monde, elle les amène à vouloir, par l'exagération, imaginer vers quoi le monde dans lequel on est pourrait conduire. Et donc, en fait, son référentiel, c'est le présent. C'est ce qui fait d'ailleurs que quand on lit des romans de science-fiction des années 1920-1930, ce qu'on voit d'abord, c'est les préoccupations de l'époque. Hein, c'est pas le futur qui est imaginé, c'est pas le nôtre. Donc on se dit pas, enfin, il y a des gens qui disent ça, ah bah les auteurs de science-fiction se sont plantés. Non, les auteurs de science-fiction, ils se sont pas plantés parce qu'ils ne cherchent pas à parler du futur. Les auteurs de science-fiction, ils s'intéressent essentiellement à raconter le présent autrement. Bon. Du moment où ils racontent le présent autrement, ils vont mettre en place un ensemble de représentations. Ces représentations, elles peuvent être enviables, les futurs possibles. Elles sont souvent pas enviables. On en parlera peut-être tout à l'heure. Elles sont souvent un peu catastrophistes ou problématiques. Si on les prend au pied de la lettre, on fait comme Don Quichotte, qui, parce qu'il lisait des romans d'aventure, voyait les moulins autour de lui devenir des géants. Et je te rappelle que Don Quichotte, ou le but du roman de Don Quichotte, c'est de rappeler que si on lit la fiction au premier degré, on devient fou. Hein, on oublie beaucoup de choses et donc on se trompe. Si on pense que le futur sera comme un futur de science-fiction, on se trompe. Parce que le futur de la science-fiction, c'est une image décalée de notre présent. Le référentiel, c'est le présent. Par contre, les récits de science-fiction soulèvent des questions, qui sont des questions qu'on a aujourd'hui. Faut-il, je prends un exemple très technologique, on voit exploser les assistants personnels sur nos téléphones portables qui nous renseignent, etc., qui nous accompagnent. On prend un film comme le film Her, par exemple, de Spike Jonze, où un individu devient quasi amoureux de son assistant personnel. Le futur qui nous est décrit n'est pas très enviable. Hein, on n'a pas une belle image de l'humanité. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis conscient lorsque je vais installer mon assistant personnel ou lorsque je parle à mon téléphone portable de Siri ou que sais-je, est-ce que j'ai envie de solidifier cette relation ou est-ce que je préfère éviter qu'elle prenne trop de place? C'est une question très concrète, très pratique, très pragmatique, mais c'est une question qu'on ne se pose pas en général. On utilise et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est dépendant. C'est ce que la plupart des gens de 40 ans et plus, tu seras d'accord avec moi, ont vécu avec le téléphone portable. Jamais les gens ont pensé il y a 20 ans qu'on allait devenir dépendant du téléphone portable. On l'utilisait pour communiquer. Et aujourd'hui, quand tu pars en vacances, comme moi d'ailleurs, tu réponds à tes emails et puis tu réponds à tous tes téléphones et tu n'es plus en train de communiquer, tu es en train de travailler. Et ça, personne avait réfléchi à ça il y a 20 ans. Donc c'est ça que la science-fiction, elle nous amène à faire. Elle nous amène à accroître notre attention sur le présent, de réfléchir
le présent au présent, enfin, de réfléchir au présent de ce qu'on vit. Ces représentations donc qui sont propagées par la science-fiction, elles peuvent être dangereuses si elles sont lues à la lettre, parce qu'elles vont nous donner l'impression que c'est vers ça qu'on va. Elles deviennent intéressantes et salutaires quand on essaie de comprendre ce qu'elles nous disent. Est-ce qu'elles nous disent, par exemple, par rapport au téléphone portable, c'est pas que plus on va avancer dans le temps, plus le téléphone portable sera petit et greffé à notre cerveau, mais c'est que plus on avance dans le temps, plus on est dépendant. Plus on est des toxicodépendants au téléphone portable, tout en pensant, comme le fumeur des premiers mois, que pas de problème, on arrête quand on veut. C'est ça qu'elle va faire. Elle va juste faire ça. C'est déjà beaucoup, parce que qui aujourd'hui pose des questions sur notre quotidien? Pas tant que ça. Et poser des questions sur notre quotidien, c'est avoir un impact sur notre représentation du futur. Et là, on est proche de la prospective. J'ai l'impression d'ailleurs que si on réfléchit, il y a une dialectique ou une dynamique qui se crée entre la prospective et la science-fiction. La science-fiction, elle génère des représentations massives du futur qui viennent interroger le présent. Et sur la base de cette interrogation-là, un peu subjective, la prospective peut s'appuyer pour s'interroger sur des phénomènes plus globaux, plus massifs que le phénomène individuel. Non, non, tout à fait d'accord avec toi. Du reste, dans la prospective, ce qui est intéressant dans la science-fiction, c'est que ça traite généralement des problématiques de manière globale. On n'est généralement pas focalisé sur un événement ou bien sur une technologie, alors que, en tout cas, dans le travail qu'on a effectué ou qu'on effectue aussi avec toi, c'est qu'on essaye d'identifier certaines technologies qui vont après pouvoir avoir un impact sur le futur. Et ce qui est intéressant dans la science-fiction, que ce soit au niveau film ou roman, c'est qu'on retrouve en fait ces éléments mis en contexte. Et ça permet de créer un narratif qui, comme tu l'as écrit, enfin comme tu l'as cité, est bien souvent quand même assez noir. Alors, est-ce qu'il y a un fondement, je ne sais pas, psychologique ou bien qu'a l'être humain, du moment qu'il se projette dans l'avenir, d'avoir toujours un peu cet aspect anxiogène ou négatif par rapport à des films, enfin par rapport à des récits de science-fiction? Non, alors euh, euh, en fait, il faut se rappeler déjà, il y a un adage en français qui dit les gens heureux n'ont pas d'histoire. L'être humain, ce qu'il raconte en permanence, c'est les catastrophes qui lui arrivent. Et les catastrophes, au sens étymologique, donc au sens grec, c'est ce qu'on ne pouvait pas prévoir, hein, ce qui est inattendu. Tu ne racontes pas ta douche du matin. Ça t'arrive jamais de dire à tes collègues de travail, tes amis, ce matin j'ai pris une douche. Parce que si tu disais ce matin j'ai pris une douche, tes amis te diraient oui et alors. Par contre, si tu es tombé dans ta douche le matin, tu peux dire tu sais pas ce qui m'est arrivé ce matin, je suis tombé dans ma douche. On ne dira pas et alors, on dira oh mais qu'est-ce qui s'est passé. Donc l'être humain, le narratif, c'est l'être humain raconte les catastrophes, qu'elles soient toutes petites, tomber dans sa douche, jusqu'à beaucoup plus générales, type une pandémie. Hein. On raconte les catastrophes. Donc les récits de science-fiction ne sont pas plus noirs que les autres récits de fiction. Ils racontent des catastrophes parce que sinon, c'est pas intéressant. Si on présente un monde futur où tout va bien, ben, c'est pas intéressant à lire. Qui c'est qui va lire ça sur 200 pages, 300 pages? Personne. Le narratif, le catastrophique, c'est ce que l'humain, et on sait aujourd'hui ça, le narratif, c'est une sorte de pouvoir symbolique de l'humain qui fait que pour absorber la catastrophe qui lui arrive, bah, il va la raconter. Et ce faisant, il se l'approprie. Je prends un autre exemple qui nous rappellera des vieux souvenirs à toi et moi. Les premières fois qu'on a été amoureux dans notre vie, hein, ça dépend des âges, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est inattendu. On ne sait pas trop quoi faire avec ça d'ailleurs. On éprouve des trucs, qu'est-ce qu'on doit faire il faut le dire, il ne faut pas le dire, il faut offrir une fleur, il faut envoyer une lettre, il faut faire quoi? On ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour absorber cette catastrophe? On va la raconter. On va dire à nos copains, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire, etc. Et ce faisant, on va raconter
ce qu'on vit pour absorber cette catastrophe. Puis la deuxième fois, troisième fois, quatrième fois qu'on tombe amoureux, bah, on a déjà des trucs comme ça. Hein. Notre première rupture sentimentale, elle aussi, elle nous a fait la raconter. Parce que c'est une catastrophe. Donc la science-fiction, elle est noire parce qu'on raconte la catastrophe. Hein. Et ça se fait dans beaucoup de choses différentes. Dans les arts, en général, c'est ce qui se passe. On peut mettre en forme la catastrophe dans les arts plastiques, on peut la raconter dans les arts narratifs. Donc, elle n'est pas noire parce que le futur est noir, elle est noire parce que sinon, le lecteur s'ennuie. Hein. Et l'avantage de cette manière actuelle, cette manière, disons, de considérer la science-fiction, c'est que, alors là, on va aller un peu plus loin dans le raisonnement. Si je reprends la première fois que je suis amoureux, je ne sais même pas ce que c'est être amoureux. Donc, je vais m'appuyer sur des représentations de ce que c'est être amoureux. Donc, par exemple, je vais inviter, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, hein, moi c'était comme ça il y a 30 ans, mais je vais proposer à la fille d'aller, ou au garçon, mais là pour moi c'était une fille, d'aller au cinéma. Parce que j'ai l'impression que le cinéma, c'est un code qui veut dire, je ne dis pas à n'importe qui d'aller au cinéma, je dis à toi. C'est un code, c'est une représentation qui veut dire, bah, je t'aime bien. Si la fille, elle accepte, je vais dire, ah bah, sûrement qu'elle m'aime bien aussi, sinon elle n'accepterait pas. On s'appuie sur des représentations. On ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas, d'ailleurs. Elle peut avoir envie d'aller au cinéma parce qu'elle trouve ça marrant, puis pas du tout être amoureuse. Alors que moi, j'attends plus que ça parce que j'ai envie de lui déclarer ma flamme. Donc, on s'appuie sur des représentations. Et c'est là où la science-fiction devient intéressante. C'est que, comme elle va créer des représentations, elle va offrir aux gens des manières de réfléchir aux catastrophes. Dans ce contexte actuel, par exemple, de pandémie, les gens sont paumés. Ils n'ont pas de représentation, puisque la dernière grande épidémie en Europe, c'est la grippe espagnole il y a 100 ans. Okay. Donc, on n'a pas de représentation. Donc, la question qu'on pourrait poser aux gens, c'est « Ok, nous sommes en pandémie, en semi-quarantaine, qu'est-ce que vous faites ?» Et qu'est-ce qu'on voit que les gens font? Ils vont chercher du papier toilette dans les magasins, ils les dévalisent, même pendant la guerre, on ne faisait pas ça. Ils se cloîtrent chez eux avec tout le nécessaire. Ils réactualisent une représentation qui, elle, vient des films catastrophes, parce que dans les films catastrophes, c'est ce qu'on voit. Dès qu'une catastrophe est déclenchée, on voit tous les personnages du film qui vont dévaliser les magasins, etc. C'est compréhensible dans un film parce que ça rajoute de la tension, en fait, pour que le spectateur se prenne au jeu. Mais dans le monde réel, la Confédération nous dit « Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème d'approvisionnement ». Les gens s'en foutent complètement parce qu'ils vont mobiliser cette représentation parce qu'ils sont face à l'inconnu. Et cette représentation, elle vient de la science-fiction. Et est-ce que tu penses que ce serait plus positif de projeter, par exemple, un film ou une animation à la place de mettre des écrans rouges avec tout ce qu'il ne faut pas faire, ou de la façon de communiquer, d'essayer le plus rapidement possible de créer ce narratif, de donner aux gens, en les rassurant, donc une représentation de ce qui serait positif de faire dans cet épisode de pandémie? C'est un débat très complexe parce que si tu fais... Le problème, c'est que quand tu commences à faire un narratif comme tu l'indiques, on appelle ça de la propagande. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas générer un film. Bon, déjà, il faut avoir le temps de le générer. Hein. Tu vas générer un film qui risque d'être un peu artificiel. Parce que la force d'un film de fiction, c'est que justement, ou d'un roman, c'est que les gens qui le font, ils ont des compétences. C'est-à-dire qu'ils savent raconter une histoire qui implique tout le monde. Hein. Quand on va voir un film humoristique et qu'on rit, il y a des millions de gens qui rient, bah, c'est pas facile de faire rire des millions de gens. Hein. Tout comme c'est pas facile de faire pleurer des millions de gens. Enfin, moi, quand je raconte des histoires, ça fait pleurer personne. Hein. J'ai pas cette compétence. Bon. Donc, je dirais... C'est rassurant aussi, hein? Ouais, c'est vrai. Ça peut être rassurant.
Je pense que par contre, en tout cas, c'est la stratégie que la Maison d'Ailleurs a adoptée, alors qu'elle adopte au quotidien, mais qu'elle a adoptée en particulier pendant la pandémie, c'est utiliser la fiction qui existe déjà pour nous interroger et comprendre que si on va dévaliser le magasin, c'est parce qu'on va recourir à un imaginaire de la catastrophe qui vient de la fiction, premier point, que les gens se rendent compte que quand ils vont acheter leurs 25 paquets de 10 rouleaux de papier toilette, ce qu'ils font, c'est qu'ils actualisent un scénario de fiction, ils prennent à la lettre des représentations qui viennent de la fiction, et d'arriver à leur faire comprendre que derrière cette représentation, il y a une angoisse. Si les gens assumaient le fait d'être angoissés et qu'ils pouvaient parler, hein, oui, j'ai peur. Et cette peur, comme je ne sais pas quoi faire, ou dire aux politiciens, nous avons peur. Et on a besoin d'avoir des réponses à nos peurs parce qu'on est angoissé. On aurait peut-être quelque chose de plus pertinent, hein, qu'un film qui essaierait de les rassurer, qui risquerait vite d'être perçu comme de la propagande. Moi, je privilégie le dialogue citoyen autour de ces représentations. Hein, et d'ailleurs, je suis presque prêt à parier que si on demandait aux gens pourquoi vous dévalisez les magasins alors que la Confédération vous dit qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement, la réponse c'est ben, on ne sait jamais. Hein. C'est-à-dire, de nouveau, l'inconnu, hein, on ne sait jamais. Voilà. Mieux vaut être sûr d'avoir ce qu'il faut que d'être dans une situation embêtante. Donc, c'est l'inconnu qui fait réagir les gens. Et pour réagir à l'inconnu, on va rajouter du scénario, du narratif par-dessus. Et ce narratif, dans un cas de pandémie, ça pourrait être la même chose dans plein d'autres cas, hein, il vient de la science-fiction. Donc, si les gens arrivaient à décrypter ce narratif, comprendre ce narratif, comprendre d'où il vient, ils seraient peut-être un peu plus calmes vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est pour ça que moi, je panique absolument pas. Je respecte les consignes de sécurité, d'hygiène, tout ça va très bien. Mais je ne suis pas dans la panique parce que je me rends bien compte que j'ai le droit d'avoir des angoisses, des peurs par rapport à ce qui arrive. Mais je suis en mesure de me rendre compte que dévaliser un magasin, c'est d'abord prendre la fiction pour la réalité et que chaque jour, quand je vais dans les magasins, je vois que les stocks sont réapprovisionnés. C'est la distance avec les représentations qui permet d'agir. Hein. Alors moi, j'aimerais juste rebondir là-dessus, si tu le permets. C'est oui. aussi dans le contexte dans lequel on travaille ensemble, c'est que en fait, on a utilisé la science-fiction pour essayer justement d'anticiper certaines craintes qu'avait le grand public, notamment par rapport à tout ce qui sont ces robots tueurs ou bien ces éléments-là, qu'on a essayé d'anticiper en construisant ensemble des narratifs. Donc on a fait différentes publications et justement, je voulais profiter de cet entretien pour te demander, toi, de ton côté, est-ce qu'il y a certaines choses qui t'ont surpris? Comment est-ce que tu as vu ça? Et est-ce que c'est quelque chose de logique pour toi d'essayer justement de rassurer, pas pour diriger ou bien pour juste dans une sorte de fiction non réelle, mais pour essayer de relativiser certaines choses et de remettre les choses dans leur contexte. Oui, bon, ça fait partie des expertises de la Maison d'Ailleurs. Moi, je suis assez frappé, mais en même temps pas étonné, de voir à quel point l'imaginaire de la science-fiction est omniprésent. On a peur des robots, des IA. Je te rappelle que la raison pour laquelle on a peur des robots ou des IA, elle est double. Un, ils vont prendre notre travail. Deux, ils risquent de prendre le contrôle sur l'humanité, qui sont deux choses qui proviennent d'ailleurs typiquement de récits de science-fiction. Hein. Mais qui sont quand même vraiment, dans la vie de tous les jours, ils sont quand même véhiculés par toute une série de gens avec des compétences certaines, mais c'est quand même l'image que l'on veut pousser dans l'avant. Donc en fait, toutes ces choses-là ont un pouvoir certain, en tout cas. Alors, c'est pas. Alors oui, ce que je voulais dire par là, c'est que moi, je constate ce genre d'imaginaire autour de moi, qui soit véhiculé par des individus lambda ou par des politiques ou que sais-je. Ça n'empêche pas que c'est des imaginaires narratifs qui ne se sont jamais passés dans le passé. Hein. Le robot s'est jamais rebellé contre l'espèce humaine.
et qui est en tout cas en dialogue avec des films de science-fiction. Ça, c'est une donnée objective quelque part. Les scénarios de la destruction de l'humanité par la machine, ça existe depuis longtemps, mais en particulier depuis le début du XXe siècle, enfin début 19e, puis après début du XXe siècle avec les robots. Il est peu étonnant que les gens recourent à cet imaginaire face à l'inconnu qui est le futur. Donc moi, la tâche du musée, la mission du musée, c'est d'être capable, d'une part, de relativiser dans le sens en disant, rappelons que cet imaginaire est un imaginaire fictionnel narratif, que accessoirement, ce dont il nous parle souvent, c'est de nos comportements. Par exemple, tu vois le paradoxe, on a peur qu'il y ait de plus en plus de robots dans les usines, mais on est très content que notre voiture commandée ne mette pas 2 ans pour arriver. Donc, on veut que quand on achète une voiture neuve, elle soit là dans les 2 prochains mois, mais en même temps, on a peur pour les boulots en entreprise. Il faut être cohérent. Si on veut laisser du travail aux humains, il ne faut peut-être pas espérer que la voiture elle soit prête en 2 mois ou 1 mois. C'est qu'en fait, c'est ça que la science-fiction, elle va montrer. Quand on voit le film de Chaplin sur les temps modernes, ce qu'on voit, c'est que cette espèce de robotisation de l'humain dans les industries, elle provient d'un contexte beaucoup plus grand, qui est le fait qu'on est en pleine structure de consommation et il faut consommer, consommer, donc produire, produire, donc il faut des robots. Si on veut pas de robots, peut-être qu'on peut se dire, combien de temps j'accepte d'attendre ma nouvelle voiture, Donc la vraie question, c'est pas pour moi, y aura-t-il dans le futur des robots qui vont prendre le pouvoir ou pas? C'est de se rendre compte que lorsque la science-fiction, elle thématise ces choses, elle nous pose des questions dans notre présent. Donc, pour répondre un peu plus clairement à ta question, les spécialisations du musée font qu'on repère très vite les discours sociaux qui sont empreints d'imaginaire science-fictionnel ou narratif. On est capable d'en parler. On est capable de faire aussi une opposition, c'est-à-dire de dire voilà ce que dit la fiction, voilà ce que disent les savants, par exemple, ou les économistes ou les politiques. Est-ce qu'ils sont en train de lire cette fiction au pied de la lettre? Pourquoi est-ce qu'on ne lit pas d'abord ce qui est questionné? L'exemple de la pandémie, il est bon, au-delà du fait qu'il soit actuel. C'est que tous les récits de fiction qui imaginent des pandémies ou des catastrophes le font pour venir critiquer, de manière évidemment positive, notre mode de vie. C'est pas pour dire que ça va arriver, c'est pour dire comment on va vivre dans un monde après la catastrophe, sous-entendu comment on vivait avant. Et c'est cette opposition entre le avant et le après qui crée l'intérêt du récit. Aujourd'hui, on est en pleine pandémie. Les gens commencent à, alors pas tous malheureusement, une partie des gens commencent à se dire, mais en fait, ce virus, au-delà du fait que c'est pas drôle parce qu'il y a des questions d'hygiène et d'incertitude, il fait qu'on passe plus de temps avec nos enfants, avec nos familles. On n'est pas dans un rythme effréné. Il y a un peu plus de la lenteur. Ils se rendent compte, donc, ce virus, involontairement, il agit un peu comme un récit de science-fiction. Il vient révéler des choses qu'on savait, mais qu'on ne vivait pas. Et d'un coup, on voit les gens, moi j'habite un petit village, on voit des gens se promener 2 par 2 en respectant les distances de sécurité, alors que personne se promène la semaine normalement. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, moi, je suis momentanément justement en Italie. Tout le monde chante sur les balcons. On découvre des voisins qu'on ne connaissait pas auparavant. Il y a plein d'aspects quand même assez positifs, quoi. Alors, une analogie intéressante avec ça, c'est que la science-fiction, c'est son rôle. C'est un indicateur. Elle vient pointer, par l'exagération, elle vient pointer notre monde. Et c'est là où il y a peut-être l'imaginaire le plus désirable de la science-fiction. C'est dans notre monde, on vit comment? Et en interrogeant ça, elle nous permet à nous de nous interroger sur comment nous voulons vivre dans notre monde. Et ça a un impact sur le futur qu'on construit. Alors que si on imagine qu'on ne fait rien dans le quotidien, alors évidemment, ce n'est pas l'individu qui va pouvoir orienter le futur, mais c'est d'autres instances, qu'elles soient capitalistes, scientifiques ou politiques. Donc, je crois que la science-fiction est un indicateur, pas seulement des peurs et des angoisses, c'est un indicateur de ce que l'on vit. Des fois, c'est les peurs, des fois, c'est les angoisses, des fois, c'est des modes de vie délétères.
des fois c'est des choses qui sont problématiques, des fois c'est du manque de respect, enfin, il y a plein de situations différentes. Mais c'est ça qu'elle vient révéler, c'est ça qu'elle vient montrer et qu'elle permet au lecteur ou au spectateur de s'interroger par ce biais-là sur ces choses. Et cette interrogation qui permet de réfléchir à ses propres intérêts, elle est quand même au centre de la démocratie. La démocratie fonctionne à condition que les citoyens soient éclairés, c'est-à-dire conscients de leurs intérêts. Or, aujourd'hui, et c'est un phénomène qui est en tout cas thématisé depuis les années 60 en philosophie politique, les gens, ils ont délégué le pouvoir à la politique et ils savent même plus ce que c'est que leur intérêt. Ils s'interrogent même plus là-dessus. Et donc, quand il y a une problématique qui se passe, pandémie, ils vont recourir à la seule chose qu'ils ont à disposition, l'imaginaire de la science-fiction, pour aller dévaliser les magasins. Ou insulter les personnes âgées sur les réseaux sociaux qui, par ailleurs, n'y sont pas, en n'essayant pas de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc moi, je crois qu'en tant qu'acteur culturel, la Maison d'Ailleurs, elle a cette vocation de pouvoir repérer des discours qui tissent un écho avec la science-fiction, voir ce que la science-fiction nous dit, en fait, dans ses représentations, afin d'amener les gens à élargir leur perspective et réfléchir autrement à ce qu'ils vivent. Et c'est sur cette base-là, à mon avis, qu'on peut réinventer le futur. Il faut prendre acte de ce que il faut prendre de la distance par rapport au quotidien, il faut penser à notre vie, à notre quotidien, pour créer le futur. Si on ne fait rien, si on attend que ça se passe, alors on ne le crée pas, on le subit. Et ça, pour moi, c'est problématique. Oui, alors tout à fait d'accord avec toi. Une question, jusqu'à maintenant, on parle beaucoup de science-fiction, donc au niveau récit, au niveau de film, mais avec les nouvelles technologies qui sont apparues, et ça entre peut-être un peu plus dans le cadre festival numérique Games, est-ce que tu as de l'expérience pour faire vivre aux personnes peut-être ces futurs différents au moyen de réalité augmentée, réalité virtuelle, de façon à ce que ce message soit plus vécu sous forme d'expérience que simplement sous forme de narratif? Est-ce que la Maison d'Ailleurs proposerait des jeux ou des mises en situation où on expérience vraiment ce qu'un scénario pourrait signifier dans le futur, de manière à se projeter et puis peut-être avoir une expérience de ce que pourrait être demain? Oui, alors, on n'a pas une expérience de ce que va être demain, puisque demain est demain. Mais on peut, à travers de la science-fiction, Alors, enfin, c'est un peu compliqué comme question. Quand je regarde un film de science-fiction dans le futur, en fait, je vis ce monde-là, puisque j'éprouve des émotions. L'avantage, c'est que je sais que c'est pas mon monde, quoi. Hein, mais j'éprouve vraiment des émotions. C'est que pendant un temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures, je vis dans ce monde-là. Vraiment. J'éprouve des émotions, j'attends la suite, je suis inquiet, j'imagine ce qui va se passer. Donc, je vis dans le futur. Mais c'est une vie par procuration, c'est-à-dire que c'est une vie qui est déléguée. Hein. Ce n'est pas la vraie vie dans le futur. Par contre, l'avantage, c'est que comme on éprouve des émotions et qu'on peut se poser des questions pendant ce moment-là, on est dans une condition passablement intéressante pour capter quelque chose des gens. Et c'est ça que la Maison d'Ailleurs, elle fait, avec les ateliers, avec une exposition. Il ne faut pas oublier qu'une œuvre d'art, elle nous permet de nous projeter aussi dans le futur, avec du débat, avec de la discussion, etc. C'est que on peut tester des futurs. Hein, on peut se demander comment on va vivre dans ce futur-là, même si ce futur-là n'arrivera jamais. Et on peut récolter ce que les gens en pensent et les aiguiller un petit peu en disant, vous voyez, ce futur-là, il y a peu de chances qu'il se produise. C'est un roman de 200 pages. Vous imaginez bien que le futur ne peut pas être réduit à un roman de 200 pages. Mais ce que vous avez vécu pendant que vous étiez dans ce roman, qu'est-ce que ça vous a fait, qu'est-ce que ça a dit, etc. Et puis par le dialogue, de se rendre compte que peut-être que le roman nous parle d'autre chose. Hein, le robot, la peur du robot, c'est peut-être pas d'abord la peur de la machine qu'on devrait avoir, mais la peur de l'humain qui est le premier à accepter d'être un robot, ou qui est le premier à demander aux autres d'être des robots. Oui.
Alors, Donc, si d'accord. tu voilà, Alors, si on essaie de rebondir là-dessus, c'est toutes des problématiques que tu sais enfin, qui sont d'intérêt pour ce qu'on essaye de faire ensemble, pour sensibiliser en fait tout le monde de la défense à des nouvelles opportunités et menaces. Jusqu'à maintenant, on était très écrit sous la forme. Est-ce que si tu avais carte blanche, tu proposerais une autre façon d'impliquer le public cible dans des réflexions? Alors, est-ce que selon toi, il faudrait peut-être créer des jeux grandeur nature ou les intégrer plus que pour un film, pour que les gens se rendent compte de ce que pourrait signifier certaines choses pour soit alors, les rassurer, soit les mettre en condition. je crois vraiment que la fiction, alors, la réponse, elle est oui et non. Euh, euh, je pense que les instances politiques, publiques, militaires ou que sais-je, elles auraient intérêt, enfin, si elles veulent impliquer les gens dans ces questionnements-là, qui sont quand même des questionnements fondamentaux, elles devraient recourir à la fiction, mais pas qu'elle produit elle-même. Parce que le risque, c'est la propagande. Et ça dessert beaucoup l'image. Mais d'être capable de créer un débat citoyen où il y a, d'une part, des expériences fictionnelles qui ont été faites librement, un réalisateur, un écrivain, hein, qui n'est pas sous mandat de l'armée, par exemple, qui va, lui, par contre, s'intéresser à une guerre du futur, etc., hein, qui va mais librement. Et je pense que les instances publiques pourraient créer un débat autour de ça. Vous avez lu ce roman ou vu ce film, voilà ce que disent les prospectivistes, comment on peut nouer la gerbe, comment on peut nouer le débat. Et ça serait beaucoup plus, alors ça serait déjà vraiment bien en termes d'image, parce que ça montrerait une ouverture des pouvoirs publics vers quelque chose sur lequel ils n'ont pas la maîtrise, c'est-à-dire des récits qui ont été faits par d'autres, euh, euh, et de montrer que les questions dans ce récit, bah, est-ce qu'elles rejoignent les prospectivistes ou pas. Moi, j'ai toujours été assez fan des débats interdisciplinaires. Si on se pose la question du soldat du futur et qu'on crée quelque chose de citoyen où les gens voient un film, ont la vision des prospectivistes militaires et discutent avec le département de l'armée, et s'il y a un peu de tout le monde qui est là-dedans, il y a des littéraires, il y a des gens de l'armée, etc., ça crée en fait un débat, ça nourrit un débat, chacun avec sa position, mais en sachant que tous les gens qui auront participé au débat auront vu le film et auront moins point commun. Donc moi, je crois que la fiction, mais c'est ce qu'on fait quand on lit des histoires à nos enfants, c'est pour leur apprendre deux, trois trucs. Puis après, on discute des histoires avec les enfants. Bah, les adultes, c'est des grands enfants. Donc si on arrive à dire, bah, les questions de prospective, par exemple, sont des questions théoriques, donc elles vont avoir de la peine à générer de l'intérêt des gens. Par contre, de faire un dialogue entre des visions prospectivistes et de la science-fiction avec des gens qui maîtrisent ces choses-là, à mon avis, ça ouvrirait un débat social beaucoup plus intéressant, hein, qu'un film produit par l'armée, par exemple, qui va de toute façon, a priori, être traité de propagandiste. Donc, est-ce que c'est un peu le programme qu'on a pour cette année, qu'on pourrait Alors moi, avoir? avec toi, en tout cas, ce qui m'a toujours intéressé, c'est que tu me demandes de témoigner de mon expertise, tu me laisses libre de le faire, c'est-à-dire que tu orientes pas, à part sur les thématiques générales, ce qui est logique, tu orientes pas mon propos, tu me laisses dire ce que j'ai à dire, et après on crée des échos. Et ça, je pense que ça vaut. Mais il n'y a pas tant de monde qui fait ça. Si tu regardes en Suisse, moi je reçois des rapports d'activité, des machins, des trucs. Il n'y a personne. Ce que tu fais toi, c'est très innovant en Suisse, hein. Euh, euh, Ça crée du dialogue. Ça crée du dialogue. Donc, ce qu'on va faire cette année, ça crée du dialogue. Il y a des visions prospectivistes qui viennent de démarches rationnelles, documentées, scientifiques et autres. Ça, c'est le côté, on va dire, rationnel. Il y a une version science-fictionnelle qui raconte autre chose, même si elle utilise de la même thématique. Et en faisant coexister ces deux choses ensemble, on crée le débat et on crée le dialogue. Et ça, je pense que ça vaut tous les films propagandistes au monde. Ben, écoute, moi,
enfin, je pense que c'est sur ces belles paroles et que l'on peut terminer cet entretien. J'espère que, enfin, je pense qu'il y a eu énormément d'input aussi par rapport à l'actualité, à ce que l'on vit actuellement. Et j'espère que si ça peut donner des pistes à certaines personnes pour mieux vivre ce confinement momentané, bah, ce sera toute chose de gagnée. Mais je vais quand même te laisser le dernier mot pour conclure. Alors, pour conclure, je dirais que je crois qu'on est, depuis un petit moment déjà, depuis en tout cas la fin du 19e siècle, on est dans un monde qui a pris un tournant drastique en termes de notre représentation du monde par la science, en termes de notre représentation de l'humain et par la science et par la technologie, en termes peut-être de fuite en avant avec un système capitaliste qui s'interroge relativement peu, avec une exploitation de la terre qui devient complètement aberrante et qu'on vit aujourd'hui un peu particulièrement. Je crois que la science-fiction a toujours, en tout cas depuis ses origines, de la fin du 19e siècle, cherché à tisser un dialogue avec les gens en les incitant, qui est une clause démocratique, en les incitant à s'interroger sur leur rôle, sur leur position, sur leurs intérêts. La consommation, un peu hallucinante qu'on vit depuis les années 60, on a l'impression peut-être que c'est de notre intérêt. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est la bonne manière pour ne pas s'interroger, par exemple. Hein. Et la science-fiction, elle a tout le temps essayé de questionner pourquoi on consomme, qu'est-ce qu'on cherche derrière, pourquoi est-ce qu'on se connecte de plus en plus aux machines. Enfin, elle pose ces questions toutes bêtes. Je pense que l'alliance entre la prospective et la science-fiction ont des beaux jours devant elle. Elle peut amener un vrai dialogue citoyen qui va à la fois toucher des intérêts nationaux ou de la collectivité et à la fois des intérêts individuels. Je pense que la Maison d'ailleurs s'est donné cette mission-là depuis longtemps et de plus en plus avec les années. Donc évidemment, j'invite les gens que ça intéresse soit de nous suivre sur Facebook, soit d'aller voir le site du musée ailleurs.ch. Par exemple, on a mis en place avec la pandémie du coronavirus le fait que tous les jours, une petite capsule vidéo venait présenter un objet du musée qu'on a appelé un bout d'ailleurs chez vous, hein, puisque les gens ne peuvent plus venir dans les musées, bah, nous on va chez eux via le web, et en éclairant plusieurs objets, on va pouvoir faire cette mission qui est de dire c'est quoi une pandémie, c'est quoi une utopie, qu'est-ce que ça pose comme question, et comme les gens ont un peu de temps là, ces temps, ils peuvent peut-être s'interroger. C'est notre mission à nous. Est-ce qu'elle va marcher ou pas? C'est pas très important. L'important, c'est qu'on la mette en place. Les gens réagissent. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui veulent entendre, il y en a qui ne veulent pas entendre. Il y a des gens qui dialoguent avec nous, il y a des gens qui s'en fichent complètement. Mais je crois que c'est ces mains tendues vers l'autre, avec comme finalité le dialogue citoyen, qui est, à mon avis, au cœur de nos démocraties. Refuser le dialogue, refuser par peut-être, disons, ignorance. C'est d'ailleurs, ça me faisait penser à ce livre de Hannah Arendt qui est sorti dans les années 60 qui s'appelle Les origines du totalitarisme, où elle rappelle que du moment où les citoyens refusent par ignorance de se mêler au débat politique, public, alors ils deviennent une masse et il n'y a rien de plus facile à manipuler qu'une masse. Je pense que la science-fiction, je pense que les prospectivistes, je pense que tous les gens qui cherchent à dialoguer avec la collectivité sont des gens qui luttent contre le totalitarisme, alors que ceux qui préfèrent l'ignorance, malheureusement, évidemment, involontairement, sont la condition sine qua non pour le totalitarisme. Donc je crois que sauver nos démocraties, réfléchir à nos démocraties, c'est continuer envers et contre tout, et quelles que soient les problématiques qui existent, à créer ce débat citoyen en réunissant les experts, en faisant se dialoguer les experts et en impliquant la société civile. Et en tout cas, la Maison d'ailleurs, avec ses tout petits moyens, elle essaye de faire ça hier, aujourd'hui, puis alors là, je peux le dire de manière assez claire demain. Merci Marc. Merci à toi, bah, c'est parfait parce que j'ai rendez-vous dans 5 minutes. Bah, tout était prévu. Merci.